Bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro du club Le Figaro International. Le 6 août dernier, l'armée ukrainienne a lancé l'une des opérations les plus audacieuses de la guerre en envahissant le territoire russe dans la région de Koursk. 6 semaines plus tard, elle y est toujours. Alors a-t-elle vocation à s'incruster en Russie et dans quel but? Le débat sur les missiles à longue portée peut-il changer la donne? L'heure de la diplomatie approche-t-elle entre Kiev et Moscou? Nous en débattons tout de suite avec mes invités. Michel Goya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et expert militaire, vous êtes ancien colonel des troupes de marine, vous êtes devenu l'un des commentateurs militaires les plus écoutés sur les ondes, auteur d'une vingtaine de livres, dont L'ours et le renard, histoire immédiate de la guerre en Ukraine en 2023, et le dernier, L'embrasement, comprendre les enjeux de la guerre Israël-Hamas, qui est paru en mars chez Perrin Robert Laffont. Maxime Lefebvre, bonsoir. Vous êtes diplomate et professeur de relations internationales à l'ESCP Paris. Vous aussi, vous êtes l'auteur de nombreux livres, notamment sur la politique étrangère de la France, de l'Europe, des États-Unis. Votre livre « Le jeu du droit et de la puissance », qui en est à sa 6e édition, est devenu un classique au PUF, aux Presses universitaires de France. Et puis vous avez signé début septembre sur le Figaro Vox un article intitulé « La paix en Ukraine, un chemin semé d'embûches ». Et donc on parlera de cet aspect. Isabelle Lasserre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondante diplomatique du Figaro, après avoir été grand reporter dans les Balkans et l'ex-URSS, ainsi que correspondante à Moscou. Vous avez signé une demi-douzaine de livres, dont le dernier s'intitule « Macron-Poutine, les liaisons dangereuses », paru en 2023 aux éditions de l'Observatoire. Patrick Saint-Paul, bonsoir. Bonsoir Philippe. Vous êtes le rédacteur en chef du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem, Berlin et Pékin, et vous avez effectué des reportages réguliers en Ukraine depuis le début de la guerre. Alors commençons par cette opération à Koursk. Michel Goya, c'était quand même une surprise, non? On croyait que les Ukrainiens n'avaient pas assez de troupes, pas assez de munitions, et puis les voilà qui s'aventurent en territoire russe. Alors techniquement, non, c'est pas une surprise. C'était quelque chose qu'on pouvait prévoir. Ça faisait partie des options possibles. Le front du Donbass est un front qui est quand même très difficile, où les Russes ont plutôt l'avantage, où il est difficile de progresser. En revanche, il y avait d'autres possibilités pour les Ukrainiens de donner des coups, de mener des opérations offensives. Ils l'ont fait dans la mer Noire, par exemple, la frontière russe était une de ces possibilités, d'autant plus que tout le monde savait qu'elle n'était pas très bien défendue. Donc là, les Ukrainiens ont saisi cette occasion, effectivement, le 6 août, de pénétrer sur le territoire. Mais vous l'aviez prévu, mais il semble que les Russes, eux, ne l'avaient pas prévu. Parce que non, mais ça paraît extraordinaire. En face, il y avait des troupes peu aguerries. Oui, non, mais il y a plein de choses qui ne cessent de m'étonner d'un point de vue strictement militaire dans cette guerre. Bien sûr, vous faites la guerre à votre pays voisin et vous ne protégez pas votre propre frontière, ça paraît quand même aberrant, d'autant plus que l'année précédente, il y a quand même eu des incursions, alors à petite échelle, de forces russes pro-ukrainiennes. Côté de Belgorod. Exactement, donc on pouvait se douter que c'était en tout cas possible, mais les Russes ont fait comme si c'était inconcevable en réalité. Ils étaient protégés par une sorte de tabou, pénétrer sur le sol russe. D'abord, les Américains n'auraient jamais donné leur feu vert parce que c'était trop dangereux, ça pouvait provoquer trop d'escalade. Et donc, visiblement, les Russes n'ont pas cru un seul instant que les Ukrainiens oseraient une opération, en tout cas une opération de cette importance. D'où la surprise, évidemment. Et la surprise, Patrick Saint-Paul, c'est aussi qu'ils tiennent depuis 6 semaines maintenant, que ce ne soit pas juste un aller-retour rapide pour faire une piqûre de guêpe, quoi. Oui, mais on pensait que Vladimir Poutine serait tellement piqué au vif, et c'est d'ailleurs le pari des Ukrainiens, qu'il enverrait des renforts qui déplaceraient du Donbass pour les envoyer reconquérir cette zone. Et en fait, Poutine a décidé de ne pas se laisser piéger. Il envoie, il y a depuis une semaine, mercredi dernier, une contre-offensive, et ils ont repris, disent-ils, une douzaine de villages, pendant que les Ukrainiens, eux aussi, revendiquent des progrès sur un autre front dans
dans la même région, mais ils n'ont pas mis, d'après ce que disent les Russes, voilà, leurs forces les plus aguerries à cet endroit-là. Ils n'ont pas dégarni le front dans le Donbass, puisque la prise de Pokrovsk reste le principal objectif des Russes dans le Donbass. Ils sont à 5 km de la ville et c'est un nœud ferroviaire, donc c'est très important pour la logistique ukrainienne, et c'est aussi un nœud routier qui permet de conquérir toute la région de Donetsk, qui est un des objectifs de Poutine. Donc il ne s'est pas laissé dévier de l'objectif en envoyant des renforts à Koursk, en faisant le pari que de toute façon les Ukrainiens qui pensaient que ce serait une carte dans la négociation resterait, mais pas ad vitam aeternam. Mais Isabelle Lasserre, est-ce que c'est pas le tabou des tabous, la ligne rouge en fait la plus rouge que d'entrer dans le territoire russe pour les Russes? Est-ce que le simple fait que ce soit, comme vous le disiez, Michel Goya, presque inconcevable pour les Russes, alors, ils l'ont vu comme une garantie que les Ukrainiens n'oseraient jamais le faire? Je crois qu'il y a un côté psychologico-géopolitique, si je peux inventer ce mot, dans la psychologie géopolitique, autour des frontières avec Vladimir Poutine. C'est-à-dire que, et c'est à mon avis une des raisons qui explique pourquoi la frontière n'a pas été défendue, c'est que je pense que dans l'esprit de Poutine, il n'y a pas de frontière, parce qu'il nie le droit d'exister à l'Ukraine et d'avoir sa souveraineté, son indépendance. Donc en fait, c'est le même pays pour Vladimir Poutine. Donc je pense que ça joue aussi dans le fait que les frontières n'ont pas été défendues. Alors non, on a l'impression que les réactions en fait ont été... on avait l'impression qu'ils s'en fichaient au début. Oui. C'est plus le cas depuis une semaine, puisque maintenant les Russes ont massé, enfin, selon les sources, entre 40 000 et 100 000 hommes autour de la poche occupée par les Ukrainiens et préparent une contre-offensive. Donc les choses risquent de basculer quand même dans les semaines qui viennent. Sur la question des lignes rouges, vous avez bien entendu raison, c'est-à-dire que la prise d'une partie du territoire russe est censée être une ligne rouge pour Vladimir Poutine. Il en a agité beaucoup, des lignes rouges de Vladimir Poutine depuis le début de la guerre. Aucune d'entre elles n'a été respectée. Ni la ligne rouge sur les chars lourds, ni la ligne rouge sur les missiles, ni la ligne rouge sur les avions de chasse, et ni la ligne rouge sur la prise de territoire. Donc en fait, on s'aperçoit que depuis le début de la guerre, toutes les lignes rouges de Vladimir Poutine sont mouvantes et ne sont pas de véritables lignes rouges. Alors la seule qui n'a pas été testée pour l'instant, il y en a deux, on en parlera plus tard, c'est les frappes en profondeur. Et l'autre, la menace, en fait, la ligne rouge suprême, dont personne ne sait si elle existe vraiment, en fait, c'est la menace nucléaire. Mais on voit bien que, en fait, les lignes rouges n'en sont pas vraiment. Vous avez une explication au décalage entre la rhétorique du Kremlin et ces réactions, finalement, qui sont généralement dosées, parfois lentes? Oui, parce que je pense que fondamentalement, la Russie ne peut pas se permettre aujourd'hui une confrontation directe avec l'OTAN. Et que toute réaction à une ligne rouge, une supposée ligne rouge franchie, entraînerait du côté de Moscou une réplique. Alors ça pourrait être soit une attaque contre des forces américaines, soit lancer une arme tactique nucléaire, etc. Et là, le conflit prendrait en fait un nouveau départ, enfin changerait vraiment de nature. Et je pense qu'aussi les Russes en ce moment se sentent en position de force. Ils sont en train de grappiller du terrain dans le Donbass. Ils sont en train de préparer l'opération dans Koursk. Et je pense que du point de vue du Kremlin, ils pensent qu'ils vont gagner cette guerre. Maxime Lefebvre, vous avez été surpris, vous, par la réaction à Moscou à cette incursion en territoire russe, qui était finalement assez, comme on l'a dit, plutôt lente, plutôt mesurée? Bon, on voit quand même, on a vu tout de suite que Poutine était quand même très
très alerté quand même. Hein. Très vite, il y a eu des images, etc. Enfin, Oui, mais enfin, le temps d'envoyer des troupes, le temps de... Ça a été quand même une mauvaise surprise et la réussite d'un coup ukrainien. Donc, voilà, c'est quand même pour lui un mauvais point. Mais par contre, la réaction... Et ça n'a pas été vécu comme une humiliation qui justifiait bah oui, parce qu'il s'était qu'on y réponde toutes affaires cessantes. C'est pas son intérêt de montrer qu'il est humilié ou qu'il a été surpris ou que les Ukrainiens ont réussi leur coup. Donc la réaction, pour ajouter à ce qui a déjà été dit, c'est qu'il a considéré que c'était une opération antiterroriste. Il a dit que c'était le FSB qui devait être en charge de la récupération des territoires. Donc quelque part, c'est lié un peu à l'idée qu'effectivement, c'est des terroristes, des bandits ukrainiens qui ont fait ça. On se demande jusqu'à quel point il est bien informé ou non, mais attends, instantanément. Il y a une autre explication, c'est qu'au mois d'août, pour la première fois, Vladimir Poutine a dit que sa priorité numéro 1, c'était la conquête du Donbass. Donc il a établi une priorité militaire. Donc Koursk, qui s'en occupe, sous-entendu, il s'en occupe après. Ce qu'on peut penser, c'est qu'il n'a pas considéré qu'il y avait une menace, que la menace était suffisamment forte pour aller, par exemple, jusqu'à la conquête de Koursk. Donc, du coup, il s'est dit, bon, ok, ils ont pris quelques villages, ils ont pris un petit morceau, 1000 km², on va prendre notre temps pour réduire ça. Ouais. C'est une opération antiterroriste. Ne nous divertissons pas de l'objectif principal dans le Donbass. Et puis ça s'est accompagné d'une rhétorique, à la fois bien distinguer les deux théâtres. Et puis aussi, il a quand même un peu fait monter le ton sur le nucléaire, en disant aux Occidentaux... attention, etc. Ça conclut chaque épisode, presque. Oui, mais là, il en a rajouté une couche. Michel Goya, vous faites la même analyse ou... Oui, alors c'est un des objectifs de cette opération ukrainienne, c'était aussi de tester les réactions russes. Et c'était aussi de montrer finalement aux pays occidentaux plutôt frileux en réalité, ça n'allait pas forcément déclencher. En utilisant pour l'opération en mettant tout le monde devant le fait accompli. Il y a les chars britanniques, des chars allemands qui sont désormais sur le sol russe. S'ils avaient demandé l'autorisation à l'Allemagne avant, je pense qu'ils ne l'auraient jamais eu. Là, ils ont mis tout le monde devant le fait accompli et ils ont dit, écoutez, regardez, il ne se passe rien d'extraordinaire. C'est pas l'apocalypse, c'est pas la guerre nucléaire. Donc votre frilosité, votre timidité, en réalité, n'était pas forcément fondée. Maintenant, oui, pour revenir à cette question toujours de la réaction russe, et je reviens sur ce que disait Isabelle, en fait, il n'y a pas vraiment de ligne rouge. Une ligne rouge, c'est quelque chose de concret. Vous faites ça, nous faisons ça, très précisément. En Syrie, vous utilisez l'arme chimique, nous vous frappons dans la foulée, vous avez une frappe aérienne, ce qui a été fait en 2018. Donc c'est ça une ligne rouge. Les Américains, sur le sujet du nucléaire, ont pour le coup mis une ligne rouge. Quand ça a été évoqué vraiment sérieusement à l'automne dernier, de la part des Russes, l'emploi éventuellement d'armes nucléaires, à une époque où ils étaient vraiment en difficulté, les Américains ont fait savoir que l'emploi d'une seule arme nucléaire déclencherait automatiquement une opération conventionnelle américaine d'une série de frappes, notamment sur leurs forces en Ukraine. Ça, c'est une vraie ligne rouge. Côté russe, il n'y en a pas, ça reste très flou. Attention, c'est très grave. Il joue avec des lignes floues, quoi. C'est des lignes floues, c'est-à-dire dire oula, nous on n'aime pas ça, ce sera très grave, etc. C'est pas une ligne rouge, ça. C'est rien du tout. C'est au contraire, on mouline dans le vent et c'est plus. Est-ce que c'est pas presque plus inquiétant et plus ambigu sur le plan stratégique? Parce que les Européens, justement, et les Occidentaux et les Américains ne savent pas trop à quoi s'en tenir. Oui, mais ce sont ces Européens, les Occidentaux eux-mêmes qui ont fantasmé, qui fantasment en réalité sur les réactions russes. Les marges de manœuvre russes... Donc pour vous, il ne faut pas en tenir compte de ces... Non, mais c'est qu'en réalité, concrètement, les marges de manœuvre russes sont assez limitées. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement ? Si, on va l'évoquer sans doute, si par exemple les Ukrainiens utilisent les armes à longue portée pour taper un peu plus à l'intérieur du territoire russe. Bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors ils peuvent faire des choses, ils peuvent dire par exemple, dire aux Américains, on va livrer des missiles anti-navires aux Houthis au Yémen, et ça vous empoisonner la vie. Ça, c'est une possibilité, on appelle ça de l'escalade horizontale. Vous leur donnez des idées là, oui. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi, mais voilà, mais en dehors de ça, les cartes qu'ont les Russes pour faire pression, pour faire de l'escalade, pour faire de la riposte. C'est un peu un jeu de poker. Hein. C'est Nixon qui disait ça. Nous jouons au poker contre les Russes face à une puissance nucléaire. Ils n'ont pas beaucoup de cartes en main. Et cette opération, du point de vue politique,
a montré un petit peu que la Russie, alors le roi n'est pas nu, il a une force militaire conventionnelle encore suffisamment puissante pour arrêter cette opération. Et c'est sans doute aussi pour ça que les Russes ne vont pas plus loin, parce qu'ils savent que de toute façon, ils ont les moyens d'arrêter cette opération ukrainienne et de continuer l'opération principale dans le Donbass. Donc, c'est pas forcément très inquiétant. C'est pas suffisamment inquiétant, en tout cas. C'est pas suffisamment dangereux pour eux pour pour aller beaucoup plus haut dans l'escalade. Ok, on va écouter ce que dit Volodymyr Zelensky à propos de cette opération ukrainienne à Kursk. Ось що дала Курська операція. Так, я вважаю, може хтось очікував інших результатів, але вона дала ті результати, на які, чесно кажучи, ми розраховували. На Харківщині ворог зупинен, уповільнений їх хід на Донеччині, хоча там дуже важко і там до позитиву ще далеко. Але тим не менш в інших напрямках вони забрали свої сили. Patrick Saint-Paul, ils ont intérêt à s'incruster. Il est un peu optimiste, là, peut-être dans l'analyse de l'impact de cette opération. Est-ce que les Ukrainiens ont intérêt à tenir aussi longtemps que possible le bout de territoire? On va rappeler, on a des cartes d'ailleurs qui le montrent, les Ukrainiens contrôlent 0,2% du territoire de la Russie. C'est-à-dire 100 fois moins proportionnellement que ce que la Russie contrôle de l'Ukraine. 1200 km². Oui, d'abord, il a intérêt à être le plus optimiste possible dans sa présentation des faits, évidemment. Il y avait deux objectifs recherchés, en fait. L'un, c'était de faire dévier les troupes russes du Donbass vers la région de Kursk. Ça a quand même assez largement échoué. Ils ont, en fait, on parle maintenant d'une division aéroportée qui aurait été basculée, peut-être. Oui, mais il y a en tout une quarantaine de régiments ou brigades qui ont été rassemblés par les Russes autour de Kursk, dont une bonne partie vient de l'Ukraine et dont une bonne partie vient effectivement du Donbass. Les unités en contre-offensive, enfin en contre-attaque actuellement du côté russe, c'est la 106e division aéroportée qui venait effectivement du Donbass. C'est une unité de brigade d'infanterie navale qui en venait aussi. Maintenant, dans le Donbass, c'est assez vaste en fait. Ils ont effectivement retiré un certain nombre de forces. Ça a calmé un peu les opérations dans certains domaines, mais pas dans leur objectif prioritaire qui est la région de Pokrovsk. Alors, le second objectif, c'était d'avoir une carte dans les négociations. Et donc, on peut imaginer qu'ils ont prévu de s'accrocher à ce territoire jusqu'à l'ouverture de négociations pour que cette carte, pour qu'ils puissent utiliser cette carte. Et on peut aussi imaginer que Poutine, à un moment donné, ne voudra pas que les Ukrainiens conservent cette carte avant des négociations et qu'il fera tout aussi avant d'entamer des négociations pour retirer cette carte aux Ukrainiens. Mais qui marque des points en ce moment? Ça devient un petit peu compliqué quand on regarde les cartes. Alors effectivement, celle du Donbass, là c'est celle de la région de Kursk, où on voyait le rouge étant ce que les Russes ont commencé à regagner sur le territoire conquis par les Ukrainiens. Et parallèlement, la carte du Donbass, on voit aussi la bordure rouge, là, ça c'est la différence de terrain conquise par les Russes entre juin et septembre, et le 12 septembre. Donc, grosso modo, Michel Goya, vous diriez qu'à ce stade, c'est plutôt les Russes qui ont l'avantage, ou bien ça s'équilibre? Non, c'est plutôt les Russes, mais comment dire, dans le Donbass, les Ukrainiens sont forcément sur une position défensive. Mais on ne gagne pas une guerre en restant sur la défensive, en parant les coups, quoi. Il faut en donner aussi. Et donc, on peut pas. Il est très difficile de monter des opérations offensives dans le Donbass parce que c'est des régions fortifiées, c'est dense, face à une artillerie russe qui est extrêmement puissante. Donc, ils ont décidé de mener des opérations offensives ailleurs. Bon, donc ils ont gagné des points. Hein. C'est l'opération à Kursk qui est pour l'instant qui est réussie, qui a permis d'obtenir un certain nombre de points stratégiques. Mais pour le coup, la tendance générale est toujours en faveur des Russes. Voilà, maintenant, on va voir ce qui va se passer. Les choses peuvent changer. Je rappelle qu'à l'été 2022, après la prise toujours dans le Donbass, de Severodonetsk et de Lysychansk, qui étaient deux des villes objectifs, là, tout le monde se demandait, voilà, les Ukrainiens étaient dans une position difficile, on ne voit pas très bien comment ils pouvaient arrêter les Russes, et puis tout s'est arrêté. Et les Russes ont finalement été épuisés par leur effort, et puis finalement, la tendance s'est inversée à ce moment-là. Et là, ce qui se passe à Pokrovsk, c'est crucial. Ça peut
La prise de Pokrovsk, ça voudrait dire important. quoi? Oui. C'est important. Alors, ce qui se passe actuellement, très concrètement, c'est que les Russes ne progressent plus vers Pokrovsk, mais utilisent un petit peu leur position avancée pour avancer latéralement vers le sud, vers le nord. Ils élargissent un peu leur position et il y a des positions ukrainiennes qui sont, pour le coup, en difficulté, menacées d'encerclement et qui seront peut-être obligées de se replier. Donc, il y aura tout un pan du front ukrainien qui va certainement tomber. Mais par la suite, s'ils continuent leur offensive vers Pokrovsk, c'est important. C'est une des 3 villes objectifs. Il y a Pokrovsk, Kramatorsk et Sloviansk qui sont plus au nord. Si les Russes s'emparent de ces 3 villes, ils pourront dire, voilà, ça y est, le Donbass est conquis complètement. Donc, nous avons atteint au moins un objectif stratégique. Le Donbass a été annexé, enfin, ces oblasts ont été annexés avant d'être conquis complètement, donc c'est clairement un objectif important. Du côté russe, c'est une forme de guerre de libération, en réalité. Oui. Les 2 provinces du Donbass, de Luhansk et de Donetsk, plus les provinces de Zaporijia et de Kherson, sont censées être désormais des terres russes. Donc, du côté de Zaporijia et Kherson, ça va être compliqué de progresser, mais en revanche, ils peuvent dire, voilà, le Donbass complètement est désormais libéré, entre guillemets. Bon, on n'y est pas encore. Mais on en est même très loin, en réalité. Hein. Ouais. Alors Isabelle, venons-en à l'autre aspect, c'est cette question des missiles longue portée et de l'autorisation recherchée par les Ukrainiens auprès des Occidentaux de pouvoir viser des cibles en profondeur en Russie. Est-ce que ça, c'est stratégiquement très important pour eux? Oui, c'est très important. Ouais. Enfin, plus le temps passera, moins ça deviendra important, puisque les Russes commencent à bouger en fait leurs installations. À les reculer à les reculer pour les mettre en anticipant, hors de portée. Mais bien évidemment, c'est important, parce que là, en fait, on n'autorise pas les Ukrainiens de frapper les bases en fait qui frappent l'Ukraine et qui lancent les opérations contre l'Ukraine. C'est l'argument des Ukrainiens, c'est de dire on veut frapper les bases d'où partent les bombardiers, par exemple, et d'où partent les missiles. Oui, c'est ça. Les stocks de munitions, Oui, c'est ça. Ouais. Les aéroports militaires, etc. Alors les Anglais sont pour, les Français sont pour aussi. Mais les Allemands sont contre et les Américains sont contre, sachant que la clé, comme souvent dans cette guerre, c'est la clé américaine. Oui. Alors, pourquoi... Mais ils sont contre, en même temps, il y a quand même eu des discussions sur le choix des cibles. Elles ne sont pas terminées, puisque en fait, les discussions ont été provisoirement refermées il y a 3 jours par l'administration américaine qui a dit non, mais elles vont se repoursuivre la semaine prochaine en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, où Volodymyr Zelensky va sans doute encore redemander le feu vert américain. Depuis le début, on s'aperçoit que là aussi c'est une question de lignes rouges, mais là des lignes rouges que s'imposent les Occidentaux, et notamment les Américains, que ces fameuses lignes rouges aussi, eh bien elles sautent en fait, parce que depuis le début de la guerre, les Américains disent non, ils ont dit non aux chars lourds, ils ont dit non aux avions, puis finalement ils finissent toujours par dire oui. Mais ils disent oui tellement en retard que le différentiel en fait de militaire, enfin notamment en termes d'hommes et de matériel, en même temps, s'aggrave, parce que en fait du côté russe, les alliés de la Russie en fait disent oui beaucoup plus rapidement que les alliés de l'Ukraine, c'est-à-dire Corée du Nord, Iran et Chine. C'est une discussion, 1 heure, et pof, on a la Russie a les armes. Oui, c'est intéressant cet aspect-là, Maxime Lefebvre, le fait que les Occidentaux, les Américains, les Européens réfléchissent un petit peu plus longtemps avant de donner leur feu vert, quitte à parfois peut-être rater le coche, mais tout de même, ce sont des décisions politiques graves. Oui, justement, parce que c'est des décisions politiques graves, c'est normal qu'il y ait des concertations, qu'on réfléchisse, qu'on dise pas tout de suite qu'on va... je pense qu'il y a un petit côté aussi dans cette guerre. Personne n'a non plus tellement intérêt à ce que la Russie soit complètement battue. Il y a eu beaucoup de craintes, par exemple au moment de l'affaire Prigojine, sur ce qui se passerait si l'effondrement du régime. Voilà, l'effondrement du régime, de la Russie. Donc on voit bien qu'il y a une volonté que la Russie subisse une défaite,
Ça, c'est clair, notamment de la part d'une partie de l'establishment américain. En même temps, c'est compliqué parce qu'on a l'élection américaine qui arrive et que c'est aussi un débat. Il n'y a pas la même position diplomatique sur le sujet entre Trump et Kamala Harris, qui s'inscrit dans la continuité de Joe Biden. Et puis après, il faut permettre à l'Ukraine de se défendre, permettre même éventuellement à l'Ukraine de reconquérir un maximum de son territoire pour lui permettre d'être en position de force dans la négociation. C'est ça le discours occidental. Mais on ne veut pas non plus aller trop loin dans un sens qui aboutira à une sorte d'escalade. Et effectivement, avec le problème du nucléaire. Justement, on va écouter, Vladimir Poutine sur ce point-là. C'est très bref. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. Alors, on a beaucoup parlé au début de ce conflit de co-belligérance. Lui, Poutine nous dit que ça changerait la nature du conflit. C'est quelque chose que vous admettez? Ça changerait la nature du conflit ou pas du tout, en fait, Patrick Saint-Paul? Non, ce qui change la nature du conflit, c'est d'envoyer des troupes au sol, mais évidemment, il est dans son rôle de dire ça. Et d'une certaine façon, ça fonctionne, puisqu'à chaque fois, les Occidentaux réfléchissent. Sur le problème des missiles, le problème, c'est que ce n'est pas la panacée non plus, mais qu'à chaque fois, ça arrive trop tard. Et il y a un stock de missiles qui est quand même assez limité, donc même leur emploi pour frapper en profondeur la Russie ne changerait pas totalement la donne. Ce qui la changerait, c'est si les Allemands avaient donné des missiles Taurus qui ont une portée de 500 km. Ça veut dire que même si les Russes continuent de reculer, ils peuvent frapper encore plus en profondeur. Et en plus, ils ont des stocks assez conséquents de missiles Taurus. Mais là, les Allemands refusent complètement de livrer les missiles. Et avec la montée en puissance à la fois de l'AfD et de la gauche populiste en Allemagne, on voit qu'il y a quand même un repli allemand qui a annoncé une réduction de son aide militaire. Et les élections fédérales sont dans 1 an. Et je pense que l'Allemagne va continuer sur cette lancée à être de plus en plus prudente à l'égard de la Russie. Alors, si les Occidentaux finissent, comme vous le dites, par dire oui après avoir dit non, les Français notamment disent OK, mais à condition de vraiment se limiter à des cibles militaires précises, etc. Donc, en même temps, ce type de contrôle... Il y avait eu une attaque il n'y a pas très longtemps, je crois, de drones ukrainiens sur un immeuble près de Moscou. Donc, c'est la première fois que la région de Moscou était directement frappée. Avec un mort civil. Voilà, des immeubles civils par des drones. Donc, mais bon, ce n'était pas des armes occidentales. Oui, mais c'est vrai que c'est... Mais du coup, on peut se demander, parce que je ne suis pas sûr que les Occidentaux contrôlent tout ce que font les Ukrainiens. Oui. Donc à un moment donné, la question, si on donne un feu vert très conditionnel, Michel Goya, en disant... Est-ce que ça veut dire finalement, on veut co-désigner les cibles ou pas? De fait, ce sera ça. Je rappelle juste un point quand même, pour revenir sur la déclaration de Vladimir Poutine. Les Ukrainiens ont pris sur le nez 1300 missiles balistiques nord-coréens. Personne ne dit que la Corée du Nord est co-belligérante, qui est d'ailleurs un terme qui n'existe pas en droit international. Ou que la Corée du Nord a déclaré la guerre à l'Ukraine, pas du tout. Un terme qui plaît aux journalistes. Oui, mais c'est un des succès un peu de la politique d'influence russe, d'avoir introduit ce mot qui encore une fois, qui n'existe pas. On est en guerre ou on ne l'est pas, quoi. Et le fait de fournir du matériel ne fait pas de nous des belligérants. Voilà, c'est à partir du moment où vous n'envoyez pas des unités de combat qui vont combattre les unités russes sur le front, il n'y a pas de guerre. Voilà. Maintenant, sur l'emploi de ces armes à longue portée, alors, la particularité un peu technique, c'est qu'il faut du renseignement. Si vous voulez taper sur des cibles très précises, à plusieurs centaines de kilomètres, avec ce type de... Ça, c'est les Américains qui l'ont. Alors, les Français sont un peu autonomes. Il faut des bases de données. Il faut des bases de données très précises. Il faut guider des satellites pour surveiller ce qui bouge. Des images très précises, parce que ces missiles, la plupart du temps, lorsqu'ils arrivent sur l'objectif, doivent le reconnaître. Donc, il y a une phase de reconnaissance, etc. Donc, il faut des renseignements. Et ces renseignements, il faut, pour beaucoup, pour les missiles britanniques notamment, évidemment les futurs missiles américains, s'il y en a, ce qui changerait pour le coup la donne, parce que là, pour les Américains en ont beaucoup. Il faut un peu un appui technique américain, quoi. Et donc, il dit appui technique américain, il y avait des yeux américains dans le dispositif. Et de fait, ça aboutirait à une demande d'autorisation. En réalité,
Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Hein. C'est-à-dire ça que peut être les Ukrainiens disent voilà la liste de cibles que l'on veut taper, et les Américains disent oui, non. Ça peut être un frein à la décision américaine ou c'est juste un aspect technique qui va avec la décision politique? C'est peut-être un frein aux décisions ukrainiennes. Hein. C'est ça. Oui, c'est ça. En même temps, s'ils doivent en passer par là... Oui, alors après, à partir du moment où vous donnez votre feu vert, je rappelle qu'en termes de droit, bien évidemment, vous avez le droit de frapper le territoire de l'ennemi, surtout si cet ennemi vous a agressé, vous a envahi. Mais le droit dit, voilà, vous faites tout ce que vous voulez sur des objectifs militaires. Et nous, ce qu'on dit, c'est, voilà, vous respectez le droit international, que vous ne tapez pas sciemment sur des populations, sur les civils, avec les armes que l'on vous fournit. D'accord. Isabelle Lasserre, vous avez écrit ce matin dans le Figaro un article très bien documenté sur le fait que les Occidentaux et les Européens, les Américains commencent à considérer que certains objectifs militaires vont être difficiles à atteindre, qu'il faut peut-être commencer à réfléchir à une issue diplomatique. On va en parler pour le reste de cette émission, mais je me demande, une décision d'autoriser les Ukrainiens à frapper en profondeur en Russie, pour vous, c'est quelque chose qui joue en faveur de la guerre ou en faveur de la diplomatie? Je vais vous faire une réponse un peu tordue. Les deux, mon général. En fait, il n'y a pas d'un côté la guerre et de l'autre côté la diplomatie. Face à cette guerre, on a des contradictions absolument majeures, et cette histoire de missiles à longue portée en est un peu le symbole. C'est-à-dire qu'en Europe occidentale et aux États-Unis, effectivement, on considère que on a peur d'un effondrement du régime de Vladimir Poutine. Ce n'était d'ailleurs absolument pas différent à la fin des heures de l'URSS, où les pouvoirs occidentaux avaient une trouille bleue d'un effondrement du régime et d'un effondrement de l'URSS. Et on espère, en fait, une solution diplomatique qui pourrait être, en fait, permettre aux deux parties de revendiquer une victoire. Ça pourrait être, par exemple, un échange de territoire côté ukrainien contre des garanties de sécurité très solides pour l'Ukraine, par exemple, entrer dans l'OTAN, ce qui pour l'instant est de la science-fiction, puisque les Américains bloquent pour l'instant. Quand on va en Europe de l'Est, et que quand on connaît aussi, qu'on suit la Russie ou l'Union soviétique depuis 20 ans, on voit les choses autrement. C'est-à-dire qu'on peut aussi, l'analyse, c'est aussi de dire que, en fait, tant que ce régime sera au pouvoir, tant que Vladimir Poutine sera au pouvoir, eh ben, la paix est absolument hors de portée, parce que s'il peut revendiquer une victoire, il continuera après avec la Géorgie, avec la Biélorussie qui sera annexée, avec la Moldavie, etc. Et donc tous ceux qui connaissent très bien la Russie disent au contraire, il faut une vraie défaite de Vladimir Poutine, un effondrement du régime, qu'il ne faut pas craindre. Ouais. Donc vous voyez, il y a en fait les deux analyses sur cette fin de la guerre qui arrivera un jour, et les Ukrainiens sont plutôt analysent l'histoire ils sont partisans de la deuxième analyse, mais en même temps, ils sont tirés vers la première à cause de la réalité qui aujourd'hui joue en leur défaveur, mais qui peut-être dans un mois ne sera plus en leur défaveur, parce qu'ils auront des missiles à longue portée, et qu'ils auront réussi à shooter tous les aéroports militaires et à ne plus avoir d'avions qui les bombardent. Oui, mais enfin ça serait un peu la solution miracle. Vous savez, la guerre, elle fait des allers-retours, c'est une guerre longue, et il faut se garder d'être trop optimiste comme on l'était l'année dernière, et trop pessimiste comme on l'est aujourd'hui, hein. Tout en étant conscient qu'il y a des tendances qui sont défavorables pour l'instant aux Ukrainiens. Mais vous savez, quand l'Union soviétique s'est effondrée, personne n'aurait parié sur son effondrement un mois plus tôt. C'est-à-dire que c'est comme un espèce de soufflet qui s'est effondré, notamment pour des raisons... C'est ce que nous a dit Vladimir Karamurza dans une interview au Figaro, 1917-1991. Voilà. Le régime s'est effondré en 3 jours, et ça viendra un de ces jours. Oui, alors est-ce que ça va être la semaine prochaine ou dans 10 ans ? Voilà. C'est la question. Alors justement, Maxime Lefebvre, vous, dans votre papier, où vous essayez d'examiner quel pourrait être le chemin vers une issue négociée, le facteur Poutine est un des 3 obstacles principaux. Alors il y a quoi ? Il y a la question territoriale, les garanties de sécurité et
Poutine? Expliquez-nous. Oui, la première chose, c'est effectivement, est-ce qu'on peut tout simplement arrêter, faire un cessez-le-feu? C'est-à-dire effectivement arrêter les combats, avoir un... Alors il faut dire qu'il y a eu des discussions au Qatar là, ces derniers temps qui avaient pour objectif d'essayer de négocier un cessez-le-feu, notamment pour sortir les infrastructures énergétiques de part et d'autre des cibles admises. Puis ça a capoté, notamment à cause de l'offensive à Koursk. Bon, visiblement, il y a des contacts. Alors moi, je ne sais pas tout sur les contacts qui existent, par quels canaux, etc. Bon, on a appris effectivement qu'il y avait des contacts directs par l'entremise du Qatar. De toute façon, il y a eu des contacts, par exemple, pour la libération de prisonniers. On voit bien qu'il y a des contacts qui se passent. Il y a des contacts entre Américains et Russes, etc. Et puis après, effectivement, la question, c'est est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Il y a ce sommet qui a eu lieu donc en Suisse, où on a commencé à parler de paix, mais où les Russes sont pas présents. Voilà. Mais ce qui était quand même une leçon de ce sommet dont on avait déjà dit qu'il ne sortirait rien, c'est quand même de dire qu'à la fin, il faut quand même parler avec les Russes. Donc du coup, on s'est dit, on peut peut-être se retrouver cette fois avec les Russes. Et là, évidemment, ça pourrait se faire au mois de novembre. Et je pense que ça va coïncider avec une échéance importante, qui est le sommet du G20, qui va avoir lieu après l'élection américaine. Et le G20, c'est le seul terrain où on a réussi, en fait, entre toutes les puissances, à essayer de se parler et même à formuler du langage commun, ce qui n'était quand même pas gagné. Alors le premier sommet du G20, les Russes ont dû avaler des couleuvres. Le deuxième, le langage était déjà un peu moins dur pour la Russie. Donc c'est intéressant ce qui va se passer au G20. Est-ce que la négociation sera adossée au G20 ou est-ce qu'il y aura des choses en parallèle? On ne sait pas encore. Mais ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on peut faire un cessez-le-feu, mais ça va laisser des tas de questions ouvertes. Mais c'est ce que proposent par exemple les Républicains, puisqu'il y a Vance qui a proposé ça. Oui, on parlera peut-être des propositions des Américains. Sur la démarche de Zelensky, puisqu'il se dit désormais ouvert à un prochain sommet de la paix dans lequel participeraient les Russes, il arrive à le faire sans avoir un ton défaitiste. Patrick Saint-Paul, il manie les... C'est une ligne de crête, mais apparemment... oui, c'est une ligne de crête. Lui quelle que soit l'issue, ce que disait Isabelle tout à l'heure, il faut qu'il soit capable de présenter le résultat des négociations comme une victoire pour lui. Et de la même façon que les Russes doivent le présenter comme une victoire pour eux. Alors là, ce que disait J.D. Vance, il a donné un aperçu du fameux plan de Trump qui dit qu'avant même d'entrer à la Maison-Blanche, dès qu'il sera élu, il trouvera une solution. Et lui, en fait, son plan, c'est de geler la ligne de front, de faire une zone démilitarisée un peu à la nord-coréenne, mais sans préciser si c'est du côté du Donbass tenu par les Russes ou du côté ukrainien ou à cheval sur les deux. Et une neutralité, surtout. Oui, ensuite, ça, c'est à plus long terme. Et une neutralité de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'elle n'entrerait dans aucun ni dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne. C'est une victoire pour Poutine, non? Oui, bien sûr. C'est une victoire pour Poutine, oui. Mais c'est un cadeau, c'est l'Ukraine offerte en cadeau à Vladimir Poutine. L'autre idée, c'est d'avoir un modèle à l'allemande, comme la partition de l'Allemagne, de dire, voilà, pour l'instant, vous gardez l'essentiel du territoire, et ce qui pourrait être une victoire pour Zelensky, c'est de dire... Votre État a le droit de vivre indépendamment de la Russie, de prospérer éventuellement. Alors là, du coup, ça serait plus de la neutralité. Là, parce qu'un modèle RDA-RFA, ça veut dire que la partie libre, entre guillemets, de l'Ukraine peut entrer à l'OTAN, peut entrer dans l'UE. Et ça veut dire que Zelensky peut dire aux Ukrainiens que le jour où le régime Poutine s'effondre, ou le jour où quelque chose change en Russie, il peut récupérer la partie occupée par les Russes et la réintégrer. Le problème, c'est est-ce que les Russes auraient un intérêt à faire un cessez-le-feu si la partie occidentale de l'Ukraine rentre dans l'OTAN? Est-ce que eux, du coup, ils accepteraient d'arrêter les combats? Parce que du coup, ils se retrouvent même sans le si. Est-ce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine vous semble avoir un intérêt quelconque à faire une pause ou un cessez-le-feu? Non, mais de manière générale, on continue à combattre tant qu'il y a l'espoir que ça serve à quelque chose, tant qu'on a des espoirs de résultats. C'est à partir du moment où vous avez au moins un des deux camps qui considère que c'est fini, qu'il n'y a aucun espoir, que les sacrifices qu'on va faire, les soldats qui vont mourir dans les jours, les semaines qui viennent ne servent strictement à rien, que là, on commence à proposer quelque chose, on commence à arrêter. Et si l'adversaire considère que lui aussi, ça commence à devenir un peu cher, c'est à ce moment-là qu'on discute. C'est le modèle
du 11 novembre 1918. C'est donc ce que vous écrivez ce matin, c'est-à-dire que Zelensky en est quand même là. Il commence à réaliser qu'il n'arrivera pas à reprendre tout le Donbass, il n'arrivera pas à reprendre toute la Crimée. Vladimir Poutine peut avoir intérêt, non pas à la paix, puisqu'en fait, son régime fonctionne et est assuré de survivre grâce à la guerre. Mais il a peut-être intérêt, il serait peut-être favorable à une pause militaire, dans la mesure où la pause lui permettrait de reconstituer son armée pour mieux réattaquer dans un an. Et en général, les Occidentaux se font toujours avoir. C'est ce qui s'est passé en 2014, c'est ce qui s'est passé en 2008 en Géorgie. Ceux qui sont en première ligne, ce sont les Ukrainiens. Est-ce que le président Zelensky peut vendre à son opinion publique des concessions territoriales? Il peut vendre à son opinion publique. Vous pensez que non? On se débarrasse du Donbass. Là, on n'y arrive pas. On leur laisse provisoirement le Donbass et la Crimée, c'est gelé. Si l'Ukraine libre, démocratique et indépendante, parce que finalement c'est quand même pour ça que se sont battus, qu'ont manifesté les gens à Maïdan, les Ukrainiens à Maïdan, si cette Ukraine est défendue par l'OTAN. Donc ils ont une garantie de ne plus jamais être attaqués par la Russie. Maxime Lefebvre, vous y croyez à ce marchandage? Parce qu'il y a un veto de Poutine et il y a un non de Biden. Maintenant, il faut voir si Biden, qui maintenant ne se représentera plus, est-ce qu'il voudra est-ce qu'il va lâcher un petit peu du mou pour laisser ce legs dans l'histoire et ouvrir à nouveau la porte de l'OTAN à l'Ukraine? Parce que c'est ça la question fondamentale. Ou alors, dans ces cas-là, il faut mettre l'OTAN dans l'Ukraine. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est que les concessions territoriales ne sont envisageables qu'en échange d'une entrée dans l'OTAN ou dans l'UE, en tout cas de garantie de sécurité. Sinon, c'est un cadeau pour Poutine à chaque fois, et puis c'est une garantie que la guerre va recommencer et qu'elle ne peut pas s'arrêter. Maxime Lefebvre? Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je pense d'abord que je ne suis pas sûr que Poutine accepte d'arrêter les hostilités si la partie occidentale de l'Ukraine rentre dans l'OTAN et qu'il se retrouve nez à nez avec des troupes. Parce que là, c'est trop manifestement une défaite pour lui, même s'il a gagné 20%. C'est-à-dire que voilà, les Russes ont toujours cherché à avoir une neutralité de l'Ukraine. Ils considèrent un peu que ça fait partie de leur monde. Lever des sanctions, Donbass, Crimée, c'est pas mal, hein? Je sais pas. Moi, je suis très sceptique là-dessus. Et puis d'autre part, ça veut dire aussi que les Ukrainiens renonceraient non seulement au Donbass, mais évidemment aussi à la Crimée. Et on voit bien que les Ukrainiens ont toujours voulu considérer que la Crimée, ça fait partie. C'est-à-dire que là, on est dans le modèle RFA, c'est-à-dire... oui, d'accord, mais la RFA, elle a d'abord été divisée avant qu'on fasse ça. Là, vous voyez, c'est... Et elle a été divisée au prix d'un rideau de fer, c'est pas non plus... Donc, dans ses frontières internationales. Et la position des Ukrainiens, ça a toujours été de dire que l'Ukraine existe dans ses frontières internationales. Et si vous regardez tous les conflits, Chypre, le Cachemire, etc., on ne s'est jamais mis d'accord comme ça sur des partages de territoire. C'est très difficile pour un État l'annexion des pays baltes par l'Union soviétique n'a jamais été reconnue par les pays européens. Et 40 ans après, la RDA a été réunifiée à la RFA. Si vous dites garantie de l'OTAN contre changement des frontières... Moi, je ne défends pas cette solution. Bah oui, mais ça veut dire que les Ukrainiens doivent accepter la... Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a commencé tout juste la négociation diplomatique et c'est déjà quand même assez compliqué. Avant de rentrer dans le fond des arbitrages que vous évoquiez, Maxime Lefebvre, est-ce qu'il faut une méthode? Vous proposez de créer un format de négociation? Oui, alors c'est vrai que j'ai mis ça dans l'article que j'ai signé, mais ça c'est, je dirais, je ne sais pas si c'est la bonne méthode pour avancer vers la fin directement du conflit, vers un éventuel cessez-le-feu, parce que là, pour le moment, l'important, c'est que les deux parties se parlent déjà, et c'est ce qui a commencé, y compris par l'entremise du Qatar. Après, la question, c'est effectivement toutes les questions qui sont autour, sur les frontières, sur les garanties de sécurité, etc., ça suppose effectivement que les autres puissances, elles soient aussi autour de la table. Et la question, c'est quelle puissance? Est-ce que les Russes vont négocier, par exemple, dans le dos des Ukrainiens avec les Occidentaux? Est-ce qu'on va avoir un format de négociation uniquement avec les États-Unis? Est-ce que les Chinois aujourd'hui deviennent quand même très importants dans ce conflit? Malgré tout, ils soutiennent plus ou moins les Russes. Et on voit bien que ça a des conséquences, ce qui se passe sur la relation stratégique entre les États-Unis et la Chine. Donc la question, c'est est-ce que, au-delà du G20, où on arrive parfois à se mettre d'accord sur une formule, on ne pourrait pas imaginer un petit cercle plus restreint
où on essaierait un petit peu d'avancer sur un certain nombre de sujets, peut-être même au-delà de la question ukrainienne, et où on pourrait aussi mettre, par exemple, l'Inde, peut-être, parce que l'Inde, c'est aussi un pays important. Mais justement, vous mettez qui, alors, autour de cette table? Vous mettez je pense qu'il les faut... 3 Européens qui... Moi, j'ai proposé, je pense au format qui existe avec l'Iran, parce que l'Iran, vous avez les membres du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne. 5+1. Et là, l'Allemagne, c'est vrai qu'elle a un rôle, c'est un grand pays de l'OTAN, vous savez, le Quad joue un rôle très important dans l'OTAN. Vous avez les États-Unis qui négocient ou qui parlent avec les Américains, avec les Anglais, avec les Français, avec les Allemands. Donc, il y a ces 4-là, il y a les Chinois, et peut-être qu'il faut aussi penser à l'Inde, parce que l'Inde aussi, elle veut jouer un rôle. Alors après, est-ce que le Brésil doit jouer aussi un rôle? Il est en présidence du G20, mais le Brésil est quand même une puissance beaucoup moins forte, beaucoup moins présente, éloignée du théâtre aussi. Voilà, donc pour l'Iran, la négociation, c'est les 5 puissances du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. D'ailleurs, ça n'a pas marché. Alors si, ça a marché, je suis désolé. En 2015, ça a fonctionné, ça n'a pas abouti. Il y a eu un accord nucléaire, grâce aussi à la politique d'Obama, qui a permis de stopper le deal. Mais alors imaginons qu'on crée cette structure. Ce qui n'a pas marché, c'est Trump qui a dénoncé l'accord. Imaginons que cette structure soit là, soit mise sur pied. Il faut attendre le feu vert de Moscou, ou bien il faut dire aux belligérants, voilà, il y a un format qui est potentiellement à votre disposition si vous souhaitez commencer à négocier, et puis on attend que l'heure est... Encore une fois, je pense que ce format que j'évoque, je ne vais pas trop loin dans une formalisation de proposition, mais que j'évoque, ce serait plutôt pour essayer d'accompagner, je dirais, une espèce de détente plus généralement sur les problèmes internationaux, au-delà du conflit ukrainien. Mais le conflit ukrainien lui-même, voilà, les parties les plus immédiates en conflit, c'est d'abord les Russes et les Ukrainiens, et ensuite quand même l'OTAN, parce qu'on voit bien que c'est soutient très fortement l'Ukraine, et peut-être effectivement rajouter 1 ou 2 autour de la table. Mais cette détente dont vous parlez, est-ce que la Russie y a intérêt? Je veux dire, la Russie a une posture internationale, finalement, qui la satisfait complètement, non? Elle a des alliés iraniens, nord-coréens, qui l'aident dans sa guerre. Elle a le Sud global qui la soutient dans les cercles internationaux. Enfin, le Sud global, quel numéro de téléphone, quoi. Oui. Non, mais oui, mais on a. Non, mais je veux dire, est-ce que la posture de la Russie vous paraît si faible qu'elle veuille absolument se réconcilier avec les Occidentaux? Je pense qu'il y a une coupure profonde qui date d'avant même la guerre en Ukraine. On est très clairement dans une nouvelle forme de guerre froide. Vous écoutez les discours de Vladimir Poutine en 2008 à Munich, c'est une véritable déclaration non pas de guerre, c'est pas la guerre, une déclaration de guerre froide en tout cas, et d'hostilité affirmée au monde occidental, très clairement. Et donc on est maintenant dans une posture, oui, avec deux mondes qui sont un peu séparés et différents, et qui s'affrontent pour la plupart du temps sous le seuil de la guerre, et puis dans certaines marges, comme en Ukraine maintenant, c'est dans la guerre elle-même. Moi, je ne vois pas pour l'instant de possibilité véritablement de négociation. J'y reviens, tant qu'il n'y a pas au moins un des adversaires qui est totalement impuissant. La lassitude de la guerre, ça n'existe pas? Oui, sans arriver au point d'impuissance totale. Mais ça prend beaucoup de temps quand même. Hein. On cite l'exemple de la Corée, par exemple. Mais la Corée, ça a pris 3 ans avant d'arriver à un accord. Et là, on est à 2 ans et demi. Oui, mais ce qui a l'avantage en Corée, c'était qu'on était revenu sur la ligne de départ. Ouais. Donc là, si effectivement en Ukraine, on était sur la ligne de départ de février 2022 avec les Russes dans les quelques provinces du Donbass et en Crimée, là peut-être oui qu'effectivement on pourrait s'accorder. Maintenant, les Ukrainiens ont beaucoup perdu. Négocier maintenant, s'arrêter maintenant, c'est admettre. Oui. Admettre, de fait, c'est admettre une défaite et admettre une amputation du territoire qui est quand même très, très conséquente. Donc là, oui, la Corée, c'est ça. La guerre entre l'Iran et l'Irak, qui était aussi une guerre de position très dure, qui ressemblait un peu à ça, ça a duré 8 ans. Mais ça s'est terminé par une victoire de l'Irak. C'est-à-dire que il y a le châtel arabe, qui était l'objet de la contestation, a finalement été gardé du côté irakien. Oui, mais on est resté finalement, on est revenu sur la ligne de départ. C'est vrai que le front n'a pas beaucoup bougé. Voilà. Et là, c'est vrai que c'est
Globalement, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, si on regarde un peu les choses, je dirais, on prend un peu de hauteur, on peut se dire, voilà, quelque part, les Russes ont saisi de l'Ukraine des parties qui étaient des parties russophones, etc. Bon, évidemment, font partie du territoire ukrainien, mais on peut se dire, à un moment donné, ça peut faire sens de dire, voilà, on arrête les compteurs. Il y avait un reportage récemment à Pokrovsk qui montrait que les soldats ukrainiens étaient très inquiets du nombre considérable d'informateurs locaux qui informaient les Russes, y compris sur des cibles dans le village. Aller dans les zones occupées, les populations pro-ukrainiennes, entre guillemets, beaucoup sont partis. Il reste beaucoup de pro-russes, donc c'est pas étonnant qu'il y ait des informateurs. Après, comme d'habitude dans ces villes, ça peut c'est les entamer le personnes moral âgées. des libérateurs. Le gros de la population ukrainienne pro-occidentale, en gros, elle a fui les combats. Elle est ou partie vers l'ouest du pays, ou partie... Et donc, on peut dire que la majorité de ceux qui restent sont plutôt pro-russes, quand même, dans ces zones-là. Isabelle Lasserre, rapidement, je reviens sur cette question. Est-ce que vous pensez que la Russie a un désir de réconciliation avec l'Occident qui pourrait l'amener... Non, pas du tout. Je pense que la Russie a un désir... Elle est assez confortable dans son isolement actuel, non ? Elle a créé cette confrontation de toutes pièces depuis le début des années 2000, et depuis, on l'a vu effectivement à la conférence de Munich, et elle n'a eu de cesse, en fait, de s'opposer et de rentrer dans une confrontation avec l'Occident. Et aujourd'hui, elle a des alliés qui sont très importants, dont, à mon avis, l'Occident a sous-estimé les relations, en fait, avec la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, et qui partagent... On a sous-estimé la puissance. Pour moi, oui, de ces relations, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on fonctionne toujours avec l'économie en Occident. Genre, c'est que de l'intérêt à court terme. On ne réalise pas que dans les dictatures, l'idéologie a un poids beaucoup plus important que chez nous, puisqu'il n'y a pas d'idéologie chez nous. Ouais. Donc, en fait, ces puissances font la guerre contre l'Occident, alors qu'il n'y a pas une guerre directe pour l'instant, hein, sauf en Ukraine, et avec un objectif de déconstruire l'ordre international et d'en reconstruire un qui soit davantage favorable à leurs intérêts et à leur mode de vie, avec pas de démocratie, les droits de l'homme, ils s'en fichent, et ils considèrent que l'ordre international post-Seconde Guerre mondiale, qui a été construit par les États-Unis, n'a pour l'instant servi que les intérêts des Américains. Ils veulent changer ça. Il nous reste moins d'une minute. Ils sont de plus en plus puissants comme ça. Il nous reste moins d'une minute, donc je finis toujours par un petit quiz, une question rapide. Vous, est-ce que vous parieriez sur une formule négociée, je ne vais pas dire une issue négociée, mais une formule négociée en 2025 ou pas ? En 2025, peut-être, oui. Peut-être. Isabelle Lasserre. Même réponse. 2025, peut-être. Peut-être, mais je n'ai invité que des Normands. Maxime Lefebvre. Moi, je ne suis pas sûr, parce que malgré tout, je suis d'accord avec. Je sais que vous n'êtes pas sûr, je vous demande de parier. Oui, alors moi, je ne parierais pas forcément, effectivement, sur un arrêt. Encore la guerre en 2025 à cause justement de Poutine. Je pense qu'on peut avoir les deux d'ailleurs, une formule négociée et la guerre qui continue. Oui, Patrick Saint-Paul. Oui, non, moi je ne parierais pas dessus, mais je serais les Russes, je ne parierais pas trop sur la Chine non plus, parce qu'il y a une chose que les Russes, dans le partenariat stratégique, la Chine considère la Russie comme un vassal, et elle usera de ce pouvoir sur la Russie. Ce n'est pas une relation égalitaire. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces éclairages passionnants. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.